Bonjour, ici Peter Moore pour The Plot 9/11. Dans cette édition, nous allons aborder un sujet fascinant qui est très peu étudié par la communauté scientifique, bien que personne n'en ait l'existence. Je parle de parasites neurologiques et de l'effet qu'ils peuvent avoir sur le cerveau. Il y a entre autres un poisson qui, lorsqu'infecté par une espèce de ces parasites neurologiques, se met à danser directement devant les pieds d'un héron. Le héron le capture et le mange aisément. Ce comportement est suicidaire pour le poisson. Pourquoi agit-il ainsi lorsqu'infecté? Parce que le parasite, comme tout animal, a besoin de se multiplier et de se répandre. Une fois ingéré par le héron vole vers un autre lac ou rivière, et lorsque ses excréments tombent dans ce cours d'eau, le parasite peut se développer dans un nouvel environnement pour contaminer d'autres poissons. Il y a un autre type qui affecte les nématomorphes, qui, au cours de leur développement dans l'autre, passent en quelques semaines d'un stade microscopique à un ver gigantesque comparé à la taille de l'autre, comme vous le voyez sur les images. Arrivé à maturité, les nématomorphes doivent impérativement rejoindre l'eau pour se reproduire. Les scientifiques ont montré expérimentalement que ces parasites manipulaient le comportement des insectes hôtes, au moins chez 9 espèces d'orthoptères, obligeant ces derniers à se suicider en se jetant dans l'eau. Il y a un autre type qui affecte les fourmis et encore un autre qui affecte les escargots, comme sur les images qui suivent. Elles se la répartissent et la rapportent à la colonie pour la déguster. Et c'est le début de la fin. En effet, il se trouve que cette bave contient les œufs d'un ver plat appelé douve du foie. Quand une fourmi mange la bave, le ver s'installe dans son cerveau et en prend le contrôle. Mais la fourmi n'est pas la véritable cible de la douve du foie. Elle préfère parasiter un animal plus gros, un mammifère par exemple, comme cette vache. La douve du foie peut activer ou désactiver les réflexes instinctifs de la fourmi. Quand il n'y a aucun hôte plus intéressant en vue, la fourmi se comporte normalement. Mais dès que des vaches arrivent dans les parages, les fourmis semblent poussées à se mettre volontairement en danger. Ainsi, elles se perchent sur des fleurs appétissantes là où les vaches vont brouter. Les vaches ingèrent donc les plantes, mais aussi les fourmis, et donc les larves des douves du foie. Une fois à l'intérieur de la vache, les larves passent de l'estomac au foie, où elles se développent et à l'âge adulte se repaissent des tissus hépatiques. C'est aussi là que les vers pondent leurs œufs qui seront ensuite présents dans les bouses de vache, mangés par les escargots, et c'est ainsi que le cycle continue. Si cela vous semble un peu tiré par les cheveux, sachez que ces créatures effrayantes peuvent vivre à 2 pas de chez vous. Le corps de cet escargot de Bernstein a été envahi par des trématodes, des vers parasites qui l'ont changé en véritables zombies clignotants. C'est le résultat bizarre du voyage d'un ver microscopique d'un escargot à un oiseau, puis à un escargot. Après avoir incubé dans l'escargot, un grand nombre de larves du parasite envahissent les pédoncules oculaires de l'escargot. Les larves se parent de couleurs vives et gonflent les pédoncules, d'ordinaire plutôt fins, jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des chenilles très voyantes. Les oiseaux, comme ce gobe-mouche noir, ne peuvent résister à la tentation. Ils dévorent l'escargot et ingèrent les parasites par la même occasion. Les intestins de l'oiseau sont l'endroit idéal pour la reproduction des vers. Au final, l'oiseau rejette dans ses déjections de nouveaux œufs qui seront avalés par les escargots. Et ainsi continue le cercle vicieux des zombies. Mais les vers ne se contentent pas de parasiter le corps de l'escargot. Ils semblent aussi envahir son cerveau. Dès le lever du soleil, cette victime infectée rampe à découvert, là où les oiseaux peuvent la repérer, alors qu'aucun escargot sain d'esprit ne ferait une chose pareille.
Mais la fin de l'histoire est surprenante. Les escargots parasités qui ne se font pas manger par les oiseaux ont de bonnes chances de vivre plus longtemps que ceux en bonne santé. Tout animal cherche à survivre à tout prix. Lorsque son cerveau est corrompu par un parasite, par exemple, il devient suicidaire. Et c'est là que je sors du scientifiquement incontestable pour tomber sur une note plus spéculative, mais poétique, vous serez d'accord avec moi. L'être humain serait-il affecté en masse par un parasite neurologique? C'est en 1987 que j'ai lu le livre de Hubert Reeves, L'univers a-t-il un sens? L'heure de s'enivrer. Dans son introduction, il fait référence aux bombes nucléaires, en concluant « L'homme fait tout ce qu'il peut, et plus encore, pour arriver à sa propre autodestruction le plus rapidement possible. » Imaginez la force de cet énoncé. L'homme fait tout ce qu'il peut, et plus encore, pour arriver à sa propre autodestruction le plus rapidement possible. C'est vrai qu'en observant l'être humain collectivement, il est difficile de contredire cette phrase. Pas seulement au point de vue du nucléaire, mais aussi de l'environnement, le système financier et bancaire, les lobbies pharmaceutiques, etc. Mais c'est aussi vrai individuellement, lorsqu'on observe le très haut pourcentage de gens qui consomment des drogues, qu'elles soient légales ou non. Avec toute l'information qui circule, ne faut-il pas être suicidaire pour fumer du tabac? Lorsqu'on observe les taux de suicide à la hausse partout, par des méthodes plus directes aussi, là, comme la pendaison et tout ça, là, on constate que l'être humain ne cherche pas à survivre dans bien des cas. C'est pourquoi je trouve que la question « L'être humain est-il affecté par un parasite neurologique » est très pertinente.